Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Mogri, mais également de Florent Lecoanet, champion du monde à Super Mario Kart, quintuple champion du monde à Super Mario Kart. Bienvenue dans Extra Life. Alors Florent, est-ce que tu peux commencer un petit peu par te présenter et nous parler de ce que tu fais dans la vie exactement et ce qui t'a mené à jouer à Super Mario Kart? Alors, donc Florent Lecoanet, j'ai 30 ans, j'habite à Rennes, et dans la vie, je travaille au rectorat de Rennes. Je m'occupe de l'organisation notamment des examens et des concours pour l'académie. Voilà. Ce qui m'a amené à jouer à Mario Kart, disons que j'ai eu le jeu à Noël en 94, donc Super Mario Kart sur Super NES. Tout de suite, j'ai accroché, et j'y ai joué vraiment, je pense, des dizaines, voire des centaines d'heures à cette époque-là. J'avais 10 ans. Et donc après j'ai un peu lâché le jeu, j'ai lâché la console, j'en ai pris d'autres, j'ai fait d'autres activités pendant plusieurs années, et puis par hasard je suis tombé sur un lien qui faisait la publicité du championnat de France de 2005, et tout de suite je me suis inscrit, et c'est là que la compétition a démarré. Est-ce que tu as gagné direct ou pas? Non, je me suis fait bien amocher directement, justement, par les meilleurs Français de l'époque. Mais c'était formateur. Du coup, ça m'a incité justement à progresser, et j'avais tout à réapprendre, parce qu'il y avait des tas de techniques qui étaient réapparues, qui étaient apparues depuis le début des années 2000, notamment un système de boost qui est pas forcément présent ni à l'écran ni dans la notice du jeu, et donc j'avais tout ça à apprendre et à améliorer, et du coup ça m'a incité à jouer pendant encore des centaines voire des milliers d'heures. Et donc là, du coup, tu es champion du monde sur la dernière édition, donc en 2014. Donc ça s'est déroulé à Sus-sur-Sarthe. Donc c'est à côté du Mans, c'est ça? C'est juste à côté du Mans, ouais. Et je crois que c'est régulièrement là-bas que ça se passe. Comment ça se fait? Comment le lieu a été choisi? Alors, le lieu a été choisi en 2013 par l'organisateur de l'époque, qui habitait pas très loin. D'accord. Et il avait trouvé cette salle-là qui correspondait parfaitement à nos attentes en termes d'infrastructure. Donc une très grande salle, très fonctionnelle, à la fois pour les parties, pour le jeu, et puis pour accueillir les compétiteurs, et qui nous faisait la mairie nous faisait un tarif très intéressant, et du coup avec une très bonne connexion internet, donc on pouvait live streamer le championnat pour la première fois, et du coup c'était super intéressant, d'où le fait que l'édition ultérieure en 2014, cette année, a également été organisée là-bas, et que l'édition 2015, donc l'année prochaine, sera, c'est officiel, organisée là-bas également la troisième semaine d'août. Donc le dernier championnat, c'était l'été dernier, c'était fin août. Fin août, ouais. Et donc je crois qu'il y avait à peu près 45 personnes qui participaient. Il y avait 45 compétiteurs qui étaient présents. C'est essentiellement des Français, ou il y a des gens qui viennent un peu de tous les horizons, de tous les pays? Alors c'est essentiellement des Français, parce qu'effectivement, vu que ça a lieu en France, forcément ça attire plus de compétiteurs qui viennent. Je crois qu'il y avait les 2 tiers, c'était des Français. Ouais, à peu près, ouais. Les autres, alors du coup, ils viennent. Alors les autres, ils viennent. Il y a un gros noyau dur européen, évidemment. Notamment beaucoup d'anglais et de hollandais, qui sont également parmi les meilleurs joueurs du monde, donc voilà, ça joue là-dessus. Et on a eu un américain qui est venu cette année de Los Angeles, qui vient d'ailleurs tous les ans depuis 5-6 ans. Pour le reste du monde, ça s'arrête là. On avait eu un japonais en 2013 qui était venu, qui a failli revenir cette année, et finalement il a pas pu se déplacer. Donc on espère qu'il sera là l'année prochaine. Il était bon ou pas? On a toujours ce fantasme, genre les Japonais c'est absolument les meilleurs, surtout sur ça. Alors il était très bon. Il manquait un petit peu de roublardise dans tout ce qui est 2-player, multiplayer. Alors en mode solo il était très fort, mais parce qu'il y a une espèce de note artistique sur la vanne. C'est pas non, c'est que juste en mode contrôle à montre, ils sont très très forts effectivement. D'ailleurs ils trustent quelques records du monde, mais dès qu'il s'agit de faire du 2-player, donc se fighter un petit peu, d'avoir des techniques des coups de Trafalgar, ils sont un peu moins costauds à ce niveau-là. Mais bon, il a beaucoup appris, je pense, de cette édition, et quand il reviendra, il sera plus fort à ce niveau-là. C'est étonnant, parce qu'il faut voir monter les Japonais dans le métro, c'est la roublardise, ils connaissent. Et sinon, d'ailleurs, ces compétitions, est-ce que tu peux dire un peu comment elles se passent? C'est-à-dire que t'as du contre-la-montre, est-ce que c'est essentiellement du joueur contre joueur? Est-ce qu'il y a, sur quelle discipline, entre guillemets, vous vous affrontez? Alors, le championnat se déroule sur 4 jours. Chaque jour correspond à un des 4 modes de jeu de Super Mario Kart. Donc, le premier jour, il y a le time trial, donc c'est le contre-la-montre qui se joue en solo. Donc là, le meilleur temps compte. Vous avez combien d'essais? Comment ça se passe exactement? Alors, ça se passe, pour chaque mode, en fait, on a une phase de pool, d'abord, où tous les joueurs rencontrent les autres joueurs, sauf en time trial qui se joue tout seul, évidemment. Et à l'issue de cette phase de pool, on retient les 16 meilleurs joueurs pour une phase
finale type Coupe du Monde avec des huitièmes de finale, des quarts de finale, demi-finale, finale. Ok, donc vous avez un essai, c'est pas comme à la perche par exemple où tu gardes ton meilleur temps sur un certain nombre d'essais. On a, la plupart du temps c'est un essai, notamment en poule. À partir des huitièmes de finale, c'est un essai sur 2 courses. Okay. Et en finale, la finale se joue sur une course en one try pure, donc gros stress, voilà. Et comment tu choisis du coup le circuit? C'est tirage au sort. Tirage au sort. On fait toujours des tirages au sort. Il faut maîtriser absolument tout. Ah bah c'est l'essentiel. Ouais, faut essayer de combler ses lacunes sur les circuits où on est le moins fort. Enfin voilà, perfectionner ces circuits où on est le plus fort. Ouais. Okay. Est-ce que vous avez un système de repêchage, de loser brackets comme on dit souvent dans le... Non, on n'en a pas. Ça a été à l'étude à un moment donné, ça a été proposé, la communauté de joueurs a pas forcément adhéré, en tout cas la majorité. Donc pour l'instant c'est pas le cas. C'est vrai que ça a été réfléchi. Donc c'est une défaite à partir des huitièmes de finale, une défaite et c'est terminé. Ouais. Et donc tu dis contre la montre. Alors contre la montre le premier jour, le second jour c'est le match race, donc le 1 contre 1 au circuit. Le troisième jour c'est le battle mode, voilà le mode où il faut dégommer les ballons de l'adversaire, donc en 1 contre 1 également. Et le dernier jour le Grand Prix 150 cm3, où on est également en 1 contre 1 mais avec les CPU qui sont au cul et qui nous balancent pas mal de choses sur la route. Et donc voilà, à chaque journée correspond à un nombre de points, c'est-à-dire par exemple, je vais prendre un exemple bateau, le vainqueur du time trial remporte 1000 points, le finaliste 800, le demi-finaliste 600, etc. Donc il y a ça chaque jour, et à la fin de la semaine, on fait les totaux des points récoltés tout au long de la semaine, et donc celui qui a le plus grand nombre de points est sacré champion du monde. D'accord, donc ouais, le champion de Mario Kart est champion sur l'ensemble du jeu. Ouais. Okay. Il y a un champion par mode, oui, chaque jour, mais voilà, le classement général est déterminé par l'ensemble des 4 modes. Donc quand on dit toi que t'es champion du monde de Mario Kart, c'est que t'as eu ce meilleur classement général. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, est-ce que t'en as gagné combien sur Alors cette année, j'ai été assez performant, on va dire, ou chanceux, selon les avis. J'en ai gagné 3 sur 4, ouais. Okay. Et j'ai été finaliste du battle, où j'ai perdu en finale. D'accord. Assez sévèrement d'ailleurs. Et quelle est ta discipline favorite du coup? C'est le Grand Prix 150 cm3. Ouais. J'ai gagné toutes les éditions sauf une depuis 2007. Et toi, en plaisir de jeu, tu préfères quand même ce mode-là avec du CPU ou la part d'aléatoire générée est intéressante pour toi à gérer? Parce que du coup, en compète, les gens aiment pas forcément cette petite dimension chance un petit peu et préféraient un truc plus pur, genre avec la course contre la montre, du 1 contre 1. Ouais, c'est vrai que ça peut être très énervant et frustrant de se manger un œuf de Yoshi ou un champi de princesse en pleine route. Donc de temps en temps, ouais, ça peut énerver. Ouais. Mais déjà il y a le 150 cm3 qui fait que la vitesse est plus élevée que pour les autres modes. Donc la sensation de vitesse donne du plaisir et moi c'est ce que j'aime dans ce mode-là aussi. Et du coup, c'est d'autant plus gratifiant de faire une course presque parfaite dans ces conditions parce que ça va vite. Il y a des ordis qui peuvent gêner non seulement par leurs objets mais aussi par leur présence, quoi. Des fois, ils font exprès de sortir de leur trajectoire pour venir te donner un coup et te faire sortir de la piste. Donc, c'est tout cet ensemble de skills et de vitesse qui me fait aimer ce mode-là particulièrement. Quand vous jouez sur des Super Nintendo 50 ou 60 Hz? Du coup, c'est des françaises ou c'est des américaines? C'est des européennes, ouais. C'est des européennes. Ouais. On joue, le championnat du monde a lieu sur la version PAL du jeu. Ok. Ouais, pour l'instant. C'est pareil, on a réfléchi à éventuellement jouer sur la version NTSC ou faire un mix des deux. C'était pas forcément évident parce que l'ajustement entre les deux, passer de l'un à l'autre, c'est pas la physique du jeu, la mécanique du jeu, pas forcément la même au niveau des sensations et du coup, passer de l'un à l'autre continuellement, sans compter que ça change, le jeu a été reprogrammé en PAL et du coup les super départs sont différents. Voilà. Pour l'instant, on préfère rester, on préfère rester sur une version et dans la mesure où la plupart des joueurs qui viennent au championnat sont quand même européens, on reste sur cette version-là. Je suppose qu'éventuellement les quelques joueurs qui ne sont pas européens, est-ce qu'ils se plaignent un peu de ça? C'est quelque chose qu'ils peuvent, ou ils s'adaptent finalement? Non, ils s'adaptent. Disons que dès le début, dès leur première participation, ils ont été habitués à ça. On leur a fourni, pour la plupart des consoles européennes avec des jeux européens, donc ils peuvent jouer chez eux sans souci. Après, je pense qu'ils, dans le fond, ils préféraient jouer sur leur version natale, quoi. Mais bon, ils s'adaptent assez vite et c'est vrai qu'il y a aussi des tournois qui sont organisés online sur le site SNESOT, qui fait des tournois sur tous les jeux de Super Nintendo. Et du coup, il y a des tournois qui sont organisés à la fois en PAL et en NTSC. Du coup, ils sont habitués à jouer même toute l'année online en PAL. Donc voilà, ils s'adaptent assez facilement. Ah donc ils n'ont pas cette excuse de mauvaise foi, cette espèce c'est à cause de la manette. Ils peuvent l'avoir, mais bon, c'est plus très crédible maintenant. D'accord. Au début, c'était crédible. Ouais. Et au niveau des télés, j'ai vu sur des images de vieilles compétitions, c'était des compétitions qui remontaient à 2009,
2010, c'était des télés cathodiques. Est-ce que vous avez switché? Est-ce que vous restez à la bonne vieille télé cathodique des familles? On est obligé, on est obligé. Ouais, parce que si on prend un écran plat, on a forcément un délai au niveau de la réactivité de la manette, et du coup on peut pas jouer sur ces écrans-là. Donc on est encore sur la bonne vieille télé cathodique, et je pense qu'on le sera ad vitam aeternam, quoi. Du coup, est-ce que tu as une collection chez toi de vieilles télé cathodiques? C'est un truc qui se perd, puis on en parle aussi. Genre, attends, mais il y a beaucoup de collectionneurs de live parmi les téléspectateurs. Et donc, du coup, c'est vrai que la quête de la bonne télé cathodique, c'est un truc qui commence à se mettre en place, qui s'est déjà mis en place depuis quelques temps. Et c'est vrai qu'on on a tous une petite télé cathodique dans sa cave au cas où, tu vois. Oui, moi j'en ai 2 ou 3. J'ai 2 télé cathodiques dans le salon, pour mes speedruns ou mon entraînement. Et j'en ai une à la cave aussi au cas où. Donc je crois que ça en fait 3, que j'ai actuellement. Et c'est essentiel parce qu'en plus une bonne télé cathodique, c'est quand même bien d'avoir une belle image. Et donc j'ai une belle Sony qui marche pas mal. Est-ce que comment ça se passe au niveau de l'entraînement? Comment est-ce que tu abordes une compétition de ce type-là? Est-ce que tu dois trop plonger dans le jeu? Est-ce que tu joues de toute manière régulièrement? Ou est-ce que tu t'entraînes plus fortement un petit peu avant une compète? Ou est-ce que tu reprends tout simplement l'entraînement avant la compète? Alors effectivement, j'essaie de m'entraîner régulièrement. Alors moins assidûment qu'il y a quelques années où effectivement quand j'ai découvert l'existence du championnat, là j'avais tout à apprendre. Donc là j'ai passé des centaines voire des milliers d'heures sur le jeu en mode plusieurs heures par jour. Beaucoup d'heures le week-end, etc., avec des grosses sessions. Bon, maintenant que les acquis sont là et qu'effectivement il y a un niveau à entretenir, voire quelques trucs à perfectionner, j'ai besoin de moins d'entraînement, mais j'essaie quand même de m'entraîner assez régulièrement, avec toujours des objectifs à la clé. J'ai toujours des records du monde à aller chercher, soit en time trial, soit en Grand Prix 150 cm3. Je vais m'atteler à faire du speedrun aussi de façon un peu plus assidue. Je m'y étais déjà mis, mais je vais essayer de bien pousser cette partie-là du jeu, de speedrunner le jeu au maximum. Que ce soit en PAL, en NTSC, avec option, sans option, avec boost, sans boost. C'est un de mes futurs objectifs. Et donc du coup, c'est un entraînement assez régulier, mais particulièrement avant le championnat, quelques semaines avant. Donc début juillet, on va dire, je me remets dedans, je me fais des sessions avec des objectifs bien précis par jour. Donc ça, tel jour, il faut que je fasse ça, faut que je travaille tel mode, faut que je travaille telle technique sur tel circuit, etc. Donc effectivement, avant le championnat du monde notamment, il y a un entraînement très spécifique qui est à faire. Alors cet entraînement, donc c'est combien d'heures par jour, par exemple? Alors après ça dépend de l'envie ou de la capacité. En moyenne, c'est je dirais 3 heures par jour. Okay. Donc c'est assez intensif. Est-ce que du coup t'as des coachs un petit peu? Il y a des gens qui t'accompagnent sur la préparation, ou t'as d'autres champions peut-être, où vous réunissez un petit peu avant pour commencer à vous chauffer? Pour l'entraînement avant le championnat, j'ai pas de coach. Je me fais mes petits objectifs spécifiques à moi. Après, généralement 2-3 jours avant le championnat, ce que je fais depuis 2-3 ans, c'est que je vais faire une petite session avec un des meilleurs joueurs français d'ailleurs, dont le pseudo est Géo, qui tâte pas mal, et du coup on se fait une petite session d'une journée ou deux, qui permet de se remettre dans le bain au niveau du versus, quoi, du 1 contre 1. Donc ça permet de se chauffer un petit peu, mais bon, l'essentiel est fait en amont, tout seul chez moi, en time trial et en Grand Prix notamment. Okay. Ouais. Histoire de faire flipper un peu les gens qui connaissent moins, est-ce que tu peux parler un peu de ces techniques dont tu parles que tu dois bosser, parce qu'il y a des trucs extrêmement poussés, dont on se demande même, je crois, si c'était prévu ou pas à la base. Alors il y a le fameux système de boost qui est ni présent dans la notice ni visible à l'écran, et on entend juste le moteur en sur-régime à un moment donné, et cette sensation de sur-régime a été exploitée pour faire des boosts hors piste, donc pour aller dans les zones où on n'était pas censé aller, donc l'herbe, le gravier, etc., les zones hors piste. Pour couper, gagner du temps. Donc ça, c'est vraiment la technique de boost de base. Et après, à cette technique-là, s'ajoutent d'autres techniques bien plus poussées, notamment ce qu'on appelle le long boost, qui est un boost généré grâce à un champignon ou une flèche turbo. Donc il s'agit d'utiliser ce champignon, cette flèche turbo, pour se cogner contre un mur et donc prolonger, et ensuite rebondir et prolonger l'effet du champignon ou de la flèche. Donc il y a différents types de long boost selon la vitesse à laquelle on est quand on lance le champignon, selon le perso utilisé, les long boosts sont plus ou moins puissants. Enfin, il y a tout un tas de paramètres à gérer à ce niveau-là. Et après, il y a les combinaisons d'options. On peut utiliser un long boost, choper une plume et donc traverser une partie de circuit très importante grâce à la vitesse obtenue avant de sauter. Il y a aussi ce qu'on appelle l'infinity boost, qui est un boost qui est lancé sur une flèche turbo et qui permet de prolonger ce boost-là à l'infini. Donc sur 1 ou 2 circuits, ça permet de faire un circuit en entier en boost. Comment tu fais du coup comment tu le prolonges à l'infini?
En fait, on a juste à générer un boost classique, c'est-à-dire générer avec un gauche-droite, comme sur certains Mario Kart. On le génère sur une flèche turbo, en fait. Ouais. Et du coup, le fait de l'avoir fait sur cette flèche turbo, le boost est prolongé automatiquement à l'infini, tant qu'on touche pas de mur ou d'obstacles. Okay. Et du coup, sur les circuits qui le permettent, avec des virages suffisamment larges, comme Mario Circuit 3 par exemple, ça permet de faire tout le circuit en boost hors piste, quoi. Donc c'est quasiment comme du snaking, mais c'est quasiment ça. Ouais. Okay. Sauf qu'on n'a plus rien à faire une fois, juste à diriger avec gauche-droite, quoi. Ouais. On n'a pas à bourriner sur le stick. Okay. Et donc tout ça, lors des championnats, tout ça est autorisé. Il n'y a pas de. Ah oui, est-ce qu'il y a des techniques interdites? Alors il y a certaines techniques extrêmes qui sont interdites, c'est-à-dire tous les trick glitch qui permettent de faire des tours en quelques centièmes de seconde en se cognant contre le mur qui colle la ligne d'arrivée, ou alors faire des lap skips autour de la ligne, pareil dans les circuits où il y a de l'eau, qui permettent de faire des tours en moins de 2 secondes. Alors toutes ces techniques-là extrêmes qui ne privilégient pas, disons, la conduite, on va dire, pour faire simple, on les bannit, quoi. Voilà, pour privilégier le spectacle, la belle conduite, même. Et voilà. Après tout le reste, c'est-à-dire les boosts, les shortcuts à la plume, en traversant la ligne dans le vide, voilà, tout ça c'est autorisé parce que c'est du grand spectacle et que c'est pas trop abusé, on va dire. Ça permet de faire des tours en 5-6 secondes, et puis bon, ça nécessite quand même des skills assez particuliers, alors qu'un lap skip en faisant un tour tourner autour de la ligne dans l'eau, en nageant dans l'eau profonde, c'est pas très fun, quoi. Enfin, c'est pas du kart. Et du coup, voilà. Et d'ailleurs, dans toutes ces techniques-là, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on a enfin fait le tour entre guillemets de Super Mario Kart, ou est-ce que il y a encore des choses à découvrir à ton avis dans ce jeu, parce que on l'a vu, c'est profond quand même. Enfin, il y a plus de trucs que ce qu'on pourrait croire. Voilà. C'est un jeu d'une richesse incroyable, et c'est vrai qu'à chaque fois on se dit bon, c'est bon les gars, on a tout découvert, on est venu au bout. Et chaque année quasiment, il y a une technique qui sort de nulle part et qui révolutionne un peu plus le jeu. Bon, je pense que quand même là. On est arrivé au bout, mais qu'est-ce que j'en sais? Au final, peut-être qu'on va encore trouver un petit truc. Je pense que la plupart des grosses techniques qui permettent vraiment de faire des gros shortcuts ou de couper, de gratter plein de secondes, etc., ont été découvertes. Après, je pense qu'on arrivera toujours à bricoler un tout petit truc qui fera gratter quelques centièmes. Voilà, ça continue. D'ailleurs, là, il y a quelques jours, il y a un Allemand, Christwell, qui a trouvé un nouveau boost à rajouter sur un circuit, et du coup, il a décroché le record du monde comme ça, alors que encore du monde ne bougeait plus depuis un moment. Donc voilà, il y a toujours des petits trucs qui vont s'ajouter, mais je pense que le gros des découvertes a été fait, quoi. Ouais. Ça se passe, du coup, t'as une espèce d'alerte SMS dès qu'il y a un record du monde qui est pété, genre, au milieu de la nuit, tu n'y es. Non, on n'a pas ça, mais par contre, on a un forum à la fois, un forum français sur le net et même un forum international consacré à Mario Kart, qui est très très actif, et du coup, les records du monde sont postés immédiatement dessus dès qu'il y en a un qui sort, avec la vidéo en général. Et du coup, tous les jours, on est dessus et on regarde, on vérifie les updates, s'il y a eu des nouveaux records, et c'est vrai que c'est assez actif en ce moment et depuis quelques années. Donc c'est notamment la découverte de ces boosts-là qui a révolutionné le jeu au début des années 2000. Du coup, non, vas-y. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à rester sur Super Mario Kart? Parce qu'il y en a eu plein d'autres derrière, et de très bons jeux aussi. Il y a eu des hauts et des bas dans la série, mais ne serait-ce que le 64 est quand même extrêmement bien considéré. Mais pourquoi celui-là en particulier? Je pense que c'est parce que d'une part je l'ai eu quand j'étais môme, et c'est celui-là auquel j'ai joué vraiment de façon super assidue et auquel j'ai accroché immédiatement. Alors il y a ça, et le fait que j'ai découvert qu'il y a une compétition qui se déroule sur ce jeu-là particulièrement, une compétition de haut niveau, parce que c'était un championnat de France à l'époque, mais qui s'est internationalisé depuis. Ces deux éléments-là combinés ont fait que je suis resté accroché à celui-là, et puis le fait qu'effectivement il y a eu des tas de techniques qui ont été découvertes et qui ont fait émerger quasiment un nouveau jeu, en fait, parce que quand j'ai découvert l'existence du championnat de France, j'ai halluciné, parce que je voyais les joueurs adopter des techniques que je connaissais même pas, dont je savais même pas que ça existait, et c'est ça qui fait qu'il est tellement riche que il est intemporel. On peut y jouer des milliers d'heures sans se lasser, et il est tellement fun aussi avec des potes. Un Mario Kart, c'est intemporel, vraiment. Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion de toucher au dernier là, sorti le 8 sur Wii U? Ouais, alors je m'y mets tout juste là, ça fait quelques semaines, 2-3 semaines que j'ai commencé à y jouer. Tu penses quoi globalement? Je le trouve pas mal. Alors visuellement, au niveau des graphismes, tout ça, il est vraiment superbe, y a rien à dire. Au niveau de la mécanique du jeu, alors je l'ai pas encore poussé à son maximum, évidemment. Je suis allé voir les vidéos des records du monde, j'ai consulté les meilleurs joueurs français, voir ce qu'ils en pensaient, comment on faisait ça.
Donc déjà les techniques ont l'air bien poussées, j'ai du mal à reproduire ce qui est demandé pour faire notamment les records du monde. Et c'est vrai que quand on regarde les vidéos, c'est déjà très impressionnant. Donc non, je le trouve bien. Il est sans doute un peu moins abusé au niveau des items que des opus antérieurs comme Mario Kart Wii par exemple, où là on pouvait se faire vraiment bâcher. Si t'es en tête, tu peux te faire violer plusieurs fois consécutives. Voilà, ça fait très très mal. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, enfin en tout cas un peu moins. Mais bon, je l'ai pas encore travaillé tant que ça. Mais au niveau de la mécanique du jeu, les systèmes de boost, je trouve ça pas mal. Après c'est très récent, hein, donc il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver. Est-ce que du coup tu penses qu'un jour tu pourrais switcher, un peu remettre en... Enfin c'est compliqué parce que quand t'as une spécialité, c'est comme si tu demandais à un joueur de tennis, genre est-ce que ça te dit pas de passer au foot au final? C'est un peu la même idée. Ouais. C'est-à-dire est-ce qu'un jour tu envisages de renoncer à Super Mario Kart pour t'investir complètement sur un autre jeu, que ce soit un Mario Kart plus récent ou carrément un autre titre? Alors renoncer à Super Mario Kart, j'en suis pas sûr. Ouais. Parce que c'est quand même un jeu qui me tient particulièrement à cœur, vraiment de façon très très profonde. Par contre, ouais, m'investir dans un nouveau jeu comme Mario Kart 8 ou un autre, c'est quelque chose que j'envisagerais. Avec tous les bémols qu'on peut y apporter, c'est-à-dire que voilà, je suis plus étudiant comme à l'époque où j'ai pu y consacrer des milliers d'heures parce que j'avais plus le temps. Là, j'ai un boulot stable, j'ai une copine, d'autres choses à faire, voilà, un appart à chercher, tout ça, et autre chose, ouais, la vie tout simplement, donc qui avance et donc probablement moins de temps à consacrer à tout ça. Donc ça va être éventuellement compliqué, mais c'est un truc qui me botterait. Alors le problème, c'est qu'effectivement, il y a vraiment un temps à dédier à ça qui est assez volumineux, hein. Pour atteindre le sommet dans un jeu, c'est très compliqué, ça demande un investissement de fou, et est-ce que j'aurai le temps et l'envie pour ça? Je ne sais pas trop. Il me faudrait, je pense, un jeu qui me scotche vraiment comme Super Mario Kart m'a scotché, ou presque, quoi, parce que faudra vraiment que ça me prenne par les tripes, mais bon, pourquoi pas. Alors Mario Kart 8, on verra, mais c'est pas impossible. Une question un peu bizarre. Est-ce que tu penses que tu aurais pu accrocher aussi longtemps à Mario Kart, à Super Mario Kart, pardon, après t'y être remis, si t'avais pas été champion du monde? Est-ce que, tu vois, tu parlais d'être le meilleur, là, en parlant de Mario Kart 8, est-ce que c'était ton but vraiment? Est-ce que c'était ça? Est-ce qu'on est dans un shonen, en fait? Est-ce que, tu vois, tu t'es dit, un jour, je serai le champion du monde de Mario Kart? Parce qu'il y a un peu une histoire comme ça, tu vois, quand tu parles, déjà, on parle de champion de jeux vidéo, moi, ça me fait rêver, ça fait années 80, on dirait The Wizard, enfin, tu vois, les films comme ça. Et ouais, il y a un petit côté shonen, je trouve. En plus, tu parlais, il me semble que, dans une interview que t'as accordée au Monde, d'un rival un peu, un joueur britannique qui est très fort aussi. Ouais, donc il y a vraiment un côté, voilà, shonen, tout ça. Est-ce que ton but c'est d'être le meilleur? Est-ce que c'est quelque chose, t'as besoin de cette motivation? Alors maintenant c'est un moteur, ouais. Alors ça ne l'a pas forcément été au début parce que effectivement j'ai découvert que le championnat de France existait à l'époque. Bon, je me suis inscrit, j'ai pris mes branlées, hop, tranquille. Voilà. L'année suivante je suis revenu. C'est vrai que j'ai fait deuxième immédiatement parce que j'avais vraiment beaucoup joué là, pendant un an, quoi. Et c'est je pense à ce moment-là que j'ai commencé à me dire bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, le titre de champion de France est pas si loin. Et donc l'année suivante je suis revenu, j'ai enfin gagné voilà, le titre de champion de France en 2007. Et puis après, c'est vrai que tout s'est bousculé. Il y a le championnat d'Europe qui est arrivé en 2008, donc là c'est pareil, je l'ai gagné. Et en 2009, le premier championnat du monde, je l'ai gagné, mais d'un cheveu vraiment sur le fil au niveau des points au classement général. Et c'est à partir de ce moment-là où effectivement le titre de champion du monde est devenu un moteur, donc notamment conserver son titre, voilà, chaque année, le reprendre quand je l'ai perdu en 2012 face à justement à Sami Chetin, le Britannique. Ouais. Et donc maintenant c'est un moteur. Ouais, ça ne l'a pas été, c'est-à-dire qu'au départ, quand je me suis inscrit, je me suis jamais dit, voilà, je vais être champion de France de Super Mario Kart, ou je vais être champion voilà d'Europe ou du monde, parce qu'à l'époque on n'imaginait pas forcément que ça prendrait une telle ampleur d'ailleurs. Oui, c'est venu très soudainement. Non, je t'en prie. Non, parce que quand tu parlais de championnat de France puis d'Europe puis du monde, en fait c'est bien le même. On est d'accord qu'il a évolué lui-même. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est le même chaque année qui s'est agrandi, qui a pris de l'ampleur de par le fait que les joueurs européens nous ont sollicité à un moment donné en nous disant voilà, nous on aimerait faire un truc plus grand, participer à cette super compétition, et les joueurs mondiaux ensuite américains, brésiliens, japonais nous ont rejoints en 2009. Donc c'est vrai que c'est venu petit à petit, donc il y a jamais eu genre un rêve je veux être champion du monde, parce que déjà à l'époque ça n'existait pas les championnats du monde quand j'ai découvert la communauté, mais c'est quelque chose qui a grandi en moi, et maintenant effectivement c'est un super moteur. Chaque année je suis à fond dedans pour garder le titre, hein, clairement. Voilà, je donne tout, quoi.
C'est cool. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et puis, on te souhaite bien du courage pour la préparation de la prochaine édition. Donc, t'as encore un peu de temps. C'est août 2015. Voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, on vous tiendra au courant sur la tenue de cet événement. Est-ce qu'il y a le public est accepté? Oui, le public peut venir, c'est gratuit, il n'y a pas de droit d'entrée. Donc, voilà, le public peuvent assister aux phases de poule, aux phases finales, c'est libre, c'est open bar. Très bien. Voilà. Encore merci Kevin. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.